Les événements de l'action commencent la nuit à l'extérieur de la ville, près d'une zone industrielle dans l'un des hangars. Deux inconnus parlaient, ils tenaient en otage un garçon et attendaient une rançon pour lui de la part de son père. Le garçon tremblait de partout et l'homme ajouta qu'il ne s'attendait pas à ce que le père du garçon ne soit pas particulièrement pressé de payer la rançon. Soudain, quelque chose attira l'attention des deux hommes, la porte du hangar s'ouvrit et un inconnu apparut sur le seuil. Le garçon a levé la tête de ses genoux et a également regardé l'inconnu. L'un des ravisseurs a demandé à l'inconnu qui il était. L'étranger a été immédiatement attiré par l'otage et a été surpris en l'apercevant. L'inconnu a ajusté la sangle de son sac, il portait des vêtements semblables à un uniforme d'étudiant. Le gars a brièvement posé la question qu'il s'agissait d'un enlèvement, une partie de ses cheveux noirs était tressée, ses yeux bleus brillaient comme le ciel nocturne derrière lui. Les hommes ont réalisé que le gars était étudiant, l'un d'eux a demandé au gars ce qu'il avait oublié ici. Mais le jeune homme a seulement continué à garder le silence en réponse, ce qui a mis l'homme en colère, et il s'est adressé au gars et lui a demandé s'il l'avait dit à la police. L'étudiant continuait de garder le silence même lorsque l'homme était déjà proche de lui, son apparence restait imperturbable. Le garçon, toujours assis au fond du hangar, était agité par ce qui se passait. L'actualité est interrompue, quelque temps après, la police et les sauveteurs arrivent, et le tapage commence. Les pompiers ont éteint l'incendie et les secouristes ont transporté le corps jusqu'à la voiture. Un des policiers s'est approché du garçon et lui a demandé comment contacter sa famille, ils lui ont demandé un numéro de téléphone, le garçon le lui a écrit sur un morceau de papier. Un autre policier a remercié l'étudiant pour sa coopération et lui a dit qu'il pouvait y aller. Le garçon leva les yeux vers le gars et se demanda tranquillement si le jeune homme avait été un héros dans une vie antérieure. L'étudiant se tourna vers le garçon assis près de la voiture. Le garçon se redressa, il ne s'attendait pas à ce que le jeune homme entende ses paroles, car il les prononçait assez doucement. Mais l'étudiant s'approcha résolument du garçon, qui tressaillit de surprise. Il répondit à voix basse à sa question posée avec désinvolture que c'était vrai, dans une vie antérieure, il avait sauvé le monde. Le garçon écarquilla les yeux avec étonnement en regardant l'étudiant, il fut surpris par la réponse du gars. Environ 2 semaines plus tard, Jim observait ce type inhabituel depuis 2 semaines. Le jeune homme a déclaré avec tant d'assurance qu'il avait été un héros dans une vie antérieure et qu'il aidait actuellement une grand-mère à trouver une carte qui a facilement résolu le problème de la vieille femme et lui a proposé de la guider. Jim regarda son mystérieux sauveur avec admiration. La grand-mère a noté que le jeune homme était un très beau jeune homme. Le garçon se frotta les yeux avec la manche de sa veste parce que cette lueur qui l'entourait lui faisait mal. Jim se demandait si c'était la bonne façon de décrire ce type après tout ce qui s'était passé. Il est revenu mentalement au passé, à la scène de l'incident, lorsque cet inconnu est soudainement apparu dans l'antre des ravisseurs, et l'un d'eux a exigé du jeune homme une réponse à la question de savoir s'il en avait informé la police. Mais l'étrange inconnu resta silencieux jusqu'à ce qu'un des ravisseurs s'approche et pointe du doigt le jeune homme. Ce à quoi l'inconnu a menacé l'homme de faire plus attention avec son doigt. Et tout à coup quelque chose est tombé de nulle part entre eux. L'otage a été choqué et le ravisseur lui-même a frémi d'horreur. Une lourde poutre en fonte s'est effondrée juste devant lui. L'homme recula et tomba au sol à côté d'elle avec un cri long d'1,5 kilomètre. Il se demandait d'où elle venait, tant c'était proche, mais l'inconnu gardait une apparence calme et imperturbable. Le jeune homme a appelé le garçon pour s'enquérir de son bien-être. L'étranger a également demandé au garçon qu'il avait été amené ici contre son gré. Le garçon était nerveux, mais il accepta en réponse à la question de l'étranger. Pendant ce temps, à l'extérieur du hangar, le vent soulevait une feuille d'arbre. Un coup de vent emporta la feuille jusqu'au jeune homme, toujours debout à l'entrée de l'antre des méchants. Il répondit pensivement au garçon avec une déclaration et se tourna vers la feuille qui volait jusqu'à son visage. Puis la tôle s'envola vers un tonneau en fer blanc au contenu en feu, autour duquel se pressait une bande d'hommes armés de ferrures métalliques. La feuille s'est envolée jusqu'au tonneau en feu et s'est immédiatement enflammée. Déjà brûlante, la feuille s'est précipitée vers le dos d'un homme debout à côté de lui. Il a crié de douleur et, de colère et craignant pour sa vie, a violemment donné un coup de pied dans le baril, le faisant tomber au sol et permettant au contenu de se répandre. Ses camarades qui se tenaient à proximité ont demandé ce que faisait cet homme. Il a nerveusement avancé des excuses en disant que tout cela était à cause de la feuille en feu, peut-être que c'était la puissance égyptienne et que le feu se propageait déjà. Mais ensuite, un autre ennemi a remarqué que le feu commençait à s'approcher du réservoir d'essence. Il a immédiatement ordonné d'apporter de l'eau, et le gars assis par terre a commencé à deviner que cela était dû à l'apparition de ce type. Au début, la porte de garage automatique s'est simplement ouverte par hasard. Ensuite, une barre transversale est tombée accidentellement. Puis, à cause d'une feuille qui a volé accidentellement, toute la pièce a pris feu accidentellement. Et par hasard, un passant se trouvait à proximité et a appelé le 911, c'est tout ce qui s'est passé ce jour-là. Jim pensait que cette évasion était littéralement un miracle, et il avait probablement épuisé toute sa chance dans cette vie. Pendant ce temps, le garçon suivait son mystérieux sauveur qui, entre-temps,
avait déjà amené la vieille femme à l'endroit dont elle avait besoin. Il s'est avéré que l'étranger a aidé la vieille dame, qui était une femme riche. Pour l'aide apportée, le gars s'est vu offrir toute une valise de récompenses monétaires, à laquelle le jeune homme refuse. Jim s'est rendu compte du fait que c'était déjà le 5e cas aujourd'hui. Cela arrivait tout le temps à cet inconnu. L'étranger marchait assez calmement dans la rue, quand soudain un pot de fleurs lui tomba dessus depuis la fenêtre. Lorsque le jeune homme passait devant les magasins, on lui proposait d'essayer des plats gratuitement ou une réduction de 50% sur l'ensemble du menu. Et au centre commercial, il est devenu le 5 millionième visiteur à recevoir une voiture en l'honneur du 5e anniversaire de l'entreprise. La fortune semblait le suivre partout où il allait, et cela rendit encore Jim perplexe quant à l'identité de cet étranger. Soudain, le garçon a reçu un message de son père lui disant que les déménageurs avaient transporté tous les cartons et lui demandant d'aider le gars avec eux. Jim a répondu au message et est rentré chez lui pour aider à déballer et en même temps voir où se trouvait l'université. Il a aussi pensé à s'arrêter au supermarché en chemin et à acheter quelque chose. Il semble que l'étranger ait remarqué Jim alors qu'il se tenait là, tenant la pancarte pour la photo. Après le magasin, le garçon s'est demandé s'il pouvait se souvenir du chemin, car cette zone est assez grande, mais heureusement, il a pu trouver ici une chambre avec un loyer raisonnable. Jim transportait un sac d'épicerie chez lui, ce qui le déprimait à l'idée de devoir planifier strictement son budget. Mais il n'arrivait toujours pas à croire qu'il était entré à l'université grâce à une bourse complète. Il a choisi le nouveau programme de triple bourse en coréen, qui est sorti de nulle part, mais Jim était heureux de l'avoir choisi. Le garçon était heureux qu'il y ait eu beaucoup de bonnes nouvelles ces derniers temps, il a reçu une bourse, a trouvé un foyer décent, même s'il a été kidnappé. Jim a été sauvé, donc même à ce moment-là, il a eu de la chance. Soudain, à cause de tous ces raisonnements, quelque chose a alerté le garçon qu'il y avait une coïncidence avec l'incendie, ainsi qu'avec un passant qui a appelé la police et a été secouru du bâtiment par les pompiers. Mais Jim soupçonnait toujours que c'était le gars qui l'avait sauvé. Le garçon pensait qu'il aimerait remercier d'une manière ou d'une autre ce mystérieux inconnu, mais il ne trouvait pas les mots justes, car ce jeune ne l'avait pas aidé directement. Jim a également pensé à ces paroles selon lesquelles dans une vie antérieure, une personne inconnue avait sauvé le monde. Le garçon a décidé que c'était probablement une blague et a décidé de rentrer chez lui. Le garçon s'éloigna vers sa maison, mais un jeune homme aux cheveux roux l'observait depuis le pont, remarquant le caractère ordinaire de Jim. Il y avait une fille à côté de lui, elle parlait à quelqu'un au téléphone et lui disait qu'il l'avait trouvée. Il s'est avéré que la jeune fille parlait précisément au mystérieux sauveur de Jim. La fille et le gars ont annoncé qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel et qu'ils devraient tout vérifier eux-mêmes. De plus, un couple d'inconnus a demandé à l'inconnu ce qu'il faisait là. Mais l'homme s'est assis avec une pancarte à côté de la voiture donnée et leur a dit qu'il n'avait pas de permis. Et puis un quartier résidentiel est apparu. Jim était sur le point de quitter la maison et était assis dans le couloir, enfilant ses chaussures. Il se regarda dans le miroir, remarquant le bandage sur son visage et décida qu'il était temps de l'enlever. Son père s'est approché de Jim et lui a demandé où il allait, car les cours ne commenceraient que demain. Ce à quoi le garçon a répondu qu'il n'était pas encore sur le campus, il a donc décidé de regarder autour de lui avant le début du semestre. Jim a également demandé à son père s'il allait travailler, ce à quoi il a reçu une réponse de l'homme qui lui a dit qu'aujourd'hui était un jour de congé sur le chantier de construction. Et il a invité son fils à dîner ensemble le soir, car il ne l'avait pas fait. Cela depuis longtemps. Le père de Jim a averti son fils de faire attention et de ne pas parler à des inconnus. Le garçon a répondu avec un sourire qu'il savait et qu'il reviendrait bientôt. Et maintenant, Jim se tient au milieu de la rue et se rend compte qu'il est perdu. Il tenait à la main un vieux modèle de téléphone à clapet et une carte copiée d'Internet. Il ne comprenait pas d'où il venait ni pourquoi il y avait tant de petites ruelles ici. Le garçon s'est approché de passants inconnus pour leur demander son chemin, car c'était une université célèbre. Il leur a expliqué qu'il venait d'arriver et leur a demandé de l'aide. Mais les passants ne répondirent pas, firent signe à Jim de la main et repartirent. Le garçon était gêné par ce comportement des habitants de la ville et partit, estimant qu'il semblait venir de là. Soudain, il heurta l'épaule d'un inconnu. Jim s'est excusé et le passant a répondu que tout allait bien et lui a tendu une carte qui est tombée des mains du garçon. Le jeune homme a regardé le morceau de papier et s'est rendu compte qu'il contenait une carte d'une université célèbre, le chemin vers lequel Jim cherchait. L'étranger a immédiatement compris toute la situation, que le garçon a demandé son chemin aux résidents locaux, et ils ignoraient sa demande. Le garçon était embarrassé, car il réalisa que l'inconnu avait tout vu. Mais il se contenta de sourire et répondit qu'il y allait et demanda si Jim était un étudiant de première année. Le garçon était heureux, a accepté la carte perdue et s'est rendu compte que cet étranger pouvait lui montrer le chemin de l'université. Puis un air de surprise apparut sur le visage de l'inconnu. Jim lui demanda si quelque chose n'allait pas, ce à quoi le jeune homme haussa les épaules avec un sourire. Le gars s'est retourné et a pointé son doigt quelque part juste devant lui,
expliquant que l'université de Jim se trouvait là et lui a conseillé que la prochaine fois, s'il demandait son chemin, il devrait aller droit au but. Après tout, les gens pourraient penser qu'il s'agit d'un fraudeur s'il parle trop, et même avec une mauvaise technique. Cette attitude rendait Jim tendu et méfiant. Il remarqua que l'inconnu lui paraissait un type particulier et décida de partir rapidement, mais le jeune homme l'en empêcha. L'inconnu a prévenu Jim qu'il pleuvrait aujourd'hui et que la meilleure façon d'en finir avec cela était de rentrer chez lui tout de suite. Le garçon était intrigué par cela. Après un certain temps, le garçon s'est rendu compte que l'inconnu était un fraudeur qui ne l'avait pas envoyé à l'université, mais dans un quartier résidentiel. De plus, cette zone s'est avérée être dans la direction opposée à celle désirée. Il se sentait brûlant de colère. Et puis l'attention de Jim fut attirée sur les distributeurs de boissons. Le garçon chercha dans son portefeuille une pièce pour acheter du soda. Il était sur le point de mettre une pièce de monnaie dans la machine pour s'acheter à boire quand soudain la pièce s'envola de ses doigts. Elle a roulé le long de la route quelque part au coin de la rue. Jim est allé dans la direction où la pièce tombait pour la ramasser. Le garçon se pencha donc sur le trottoir pour ramasser l'argent perdu, lorsqu'il remarqua que l'étranger tendait les doigts vers elle. Jim rencontre un autre gars qui cherche son argent perdu. Le garçon se leva et s'excusa auprès de l'étranger. Il s'est tourné vers ce jeune homme et a remarqué qu'il n'était pas seul là-bas. 2 autres gars étaient assis à proximité, en train de fumer. L'étranger a répondu à Jim avec impolitesse. Le garçon a immédiatement réalisé l'attitude hostile de ces gars et, considérant la situation dangereuse, a reculé, mais un inconnu l'a appelé ici. Après s'être à nouveau excusé, Jim a décidé qu'il devait s'enfuir, mais un inconnu l'a attrapé par le sac à dos. Le jeune homme a attiré le garçon vers lui et lui a demandé pourquoi il voulait se fuir, car il avait été le premier à l'attaquer. Ensuite, le gars a crié qu'il semblait avoir une commotion cérébrale, ce à quoi Jim a répondu en proposant d'aller à l'hôpital pour tout vérifier. Mais le méchant inconnu a poussé le garçon vers ses camarades. Il s'est opposé à la proposition de Jim d'aller à l'hôpital et, exigeant une compensation, a jeté le contenu de son sac à dos sur le trottoir, pour finalement trouver une somme d'argent très modeste. Mais soudain, la main de quelqu'un a sauté de la branche d'un arbre qui poussait au-dessus des gars. Ce même étrange sauveur de Jim s'est envolé directement de l'arbre vers la foule. Le jeune homme a volé droit sur 2 des méchants. Jim s'est tourné vers ce sauveur et le jeune homme l'a reconnu comme étant ce harceleur. Le garçon était tendu par un tel surnom, il a demandé au mystérieux inconnu pourquoi il avait sauté d'en haut. Le jeune homme a montré le cerf-volant. Et il a expliqué qu'un petit garçon avait un cerf-volant coincé dans un arbre et qu'il l'a aidé à le libérer. Soudain, le méchant est intervenu dans leur conversation. Il a dit qu'il les dénoncerait tous les 2 pour attaque. Le mystérieux sauveteur se pencha jusqu'au sol et remarqua qu'il se tenait debout, les pieds directement au-dessus des 2 autres ennemis. Le petit garçon, dont le cerf-volant a été restitué, a appelé les secours. L'adulte a ordonné à l'intimidateur de rester immobile. Apparemment, il connaissait ces gars et a menacé de tout dire à leurs parents. Les voyous se sont levés d'un bond et se sont enfuis en courant, laissant les affaires de Jim en place. Le mystérieux sauveteur a aidé le garçon à ranger ses affaires dans un sac à dos. Mais alors le jeune homme avait en main une carte de l'université où se dirigeait Jim. Le garçon a expliqué qu'il s'y rendait et s'est perdu. L'étrange inconnu a dit qu'il irait avec Jim. Puisqu'ils étaient sur le même chemin, le garçon était seulement heureux de cette nouvelle. Mais le mystérieux sauveteur a ajouté que quelqu'un voulait le rencontrer. Jim était surpris, il ne savait pas qui voudrait le rencontrer. Et il réalisa aussi que le petit garçon au cerf-volant perdu et cette brute aux cheveux bleus étaient frères, mais complètement différents l'un de l'autre. Jin et sa nouvelle connaissance se sont rendus à l'université. Pendant ce temps, au sommet d'une structure était assis un homme portant un masque de démon recouvert de cheveux. Il a parlé à quelqu'un et lui a dit que ces gars étaient maintenant ensemble. Il s'est avéré que l'homme masqué parlait à l'homme qui avait trompé le garçon. Pendant ce temps, les gars étaient presque arrivés à l'université. Jim fut immédiatement surpris. Alors que le garçon admirait la beauté du bâtiment universitaire, son mystérieux sauveteur a appelé quelqu'un. Jim ne croyait pas avoir été réellement accepté dans cet établissement d'enseignement et son accompagnateur remarqua son ami. Puis une fille aux cheveux blonds attachés en 2 chignons a couru vers les gars. Le jeune homme a présenté cette fille à Jim sous le nom de Daniel et lui a mentionné qu'elle souhaitait le rencontrer. Le sauveur allait présenter Jim à la fille. Mais ensuite il s'est rendu compte qu'il avait oublié son nom et lui a demandé de le rappeler. Le garçon s'est mis en colère contre lui, mais la fille a répondu elle-même. Jim était surpris qu'elle le connaisse et elle ajouta qu'ils avaient également le même âge. Le garçon était confus quant à la façon dont Daniel avait découvert son âge. La jeune fille a expliqué qu'elle avait recherché quelques informations sur Jim, ce qui a mis le garçon en colère, mais elle a ajouté qu'elle était heureuse de enfin le rencontrer. Le jeune homme regarda son apparence épanouie et répondit que c'était réciproque et lui serra la main. Daniel a lâché la main du garçon et a été surprise. Jim a demandé ce qui n'allait pas avec sa main, mais la fille a répondu que ce n'était rien. Elle voulait juste vérifier quelque chose. Le garçon a demandé quoi exactement. Un nouvel ami a suggéré au garçon de tout raconter en cours de route.
Elle a fait faire au garçon une courte visite de l'université, lui montrant le bâtiment de sa faculté, un dépanneur et une librairie au sous-sol. Elle lui a également montré la bibliothèque et l'a averti de faire attention à ne pas se perdre ici. Jim a été surpris de voir à quel point cet endroit est immense. La fille a accepté et a ajouté qu'il est facile de se perdre ici, même si vous êtes déjà venu ici. Et Daniel a également donné au garçon une carte de l'université. Elle a demandé si Johnny avait dit quelque chose d'étrange, mais Jim ne savait pas de qui elle parlait. Daniel a pointé du doigt le mystérieux sauveur et a dit qu'il s'appelait Johnny, ce à quoi sa nouvelle connaissance a fait remarquer qu'il n'avait pas encore demandé son nom. Le garçon réfléchit à la chose étrange que le mystérieux sauveteur pourrait lui dire, et la fille suggéra que Johnny avait dit qu'il avait sauvé le monde dans une vie antérieure, ce à quoi Jim accepta immédiatement, et la nouvelle connaissance réalisa que le jeune homme avec la queue de cochon dans ses cheveux n'expliquait en aucun cas cela. La fille a demandé ce que le garçon en pensait, il a répondu qu'il considérait cela comme une blague. Daniel a ajouté que Jim y réfléchissait maintenant, pendant que Johnny regardait quelque chose à travers la vitre. Le garçon a ajouté qu'il n'avait pas changé d'avis, mais la jeune fille a mentionné qu'il suivait Johnny depuis environ 2 semaines et qu'il ne comprenait toujours pas s'il plaisantait ou non. Jean a été choqué que la fille ait tout découvert, mais Daniel a ajouté qu'elle a également suivi le garçon et lui a demandé de réfléchir à ce que Johnny fait chaque jour. Le garçon a apprécié sa vision de sa routine quotidienne. Mais il ne parvenait pas à construire quoi que ce soit de concret dans sa tête. La jeune fille constatait que cette routine était exaspérante, ce à quoi Jim restait silencieux. Le garçon a répondu honnêtement qu'après avoir évalué tout ce qu'il avait vu, il s'était alors rendu compte que Johnny ne plaisantait pas, mais il a quand même résumé que ses paroles étaient absurdes. Daniel objecta que ce n'était pas du tout d'absurde. Johnny était vraiment autrefois un héros et il avait encore des souvenirs de sa vie passée. Après avoir entendu cela, Jim a demandé si la jeune fille croyait vraiment le jeune homme, mais Daniel a répondu que non seulement elle le croyait, mais qu'elle était pareille elle-même. Avec ces mots, elle se montra. La nouvelle amie de Jim a ajouté que même si elle ne pouvait le prouver d'aucune façon, le garçon pouvait tout voir par lui-même et a demandé à regarder Johnny. Le garçon le regarda et remarqua de petites étincelles flottantes. Il les montra du doigt, mais la jeune fille demanda de ne pas les montrer, car elle-même ne les voyait pas. Jim a été surpris, car il les voyait très clairement et brillamment. Mais Daniel a expliqué qu'ils sont invisibles pour les autres et que même Johnny ne peut pas les voir. Elle a également ajouté que probablement seul Jim pouvait les voir et lui a demandé de lui donner la main. Le garçon lui tendit la main, leurs paumes se touchèrent. La fille dit que si Jim touchait quelqu'un, alors les autres pourraient le voir. La nouvelle connaissance du garçon fut surprise lorsqu'elle les vit pour la première fois. Jim a demandé à la fille ce que signifiaient ces étincelles. Daniel a expliqué que ce sont des morceaux de chance, de pouvoir, de richesse de Johnny. Tout cela découle de ces grains de chance. Ce pouvoir a été accordé à Johnny après ses actes héroïques, tout comme la capacité de Jim à les voir. La jeune fille voulait ajouter autre chose, mais sa nouvelle connaissance lui a demandé d'arrêter. Jim a dit qu'il n'avait aucun souvenir de sa vie passée, son ami a trouvé cela étrange. Elle expliqua au garçon qu'il pouvait voir les pouvoirs, mais qu'il ne les sentait que vaguement, et que par contact physique, il pouvait permettre aux autres de les voir. Par conséquent, Jim devait renaître, mais, selon lui, il n'avait plus de souvenirs. La jeune fille a également ajouté qu'il y avait 2 explications à cela. La première est que le garçon leur cache des souvenirs ou ne s'en souvient pas encore. À cette phrase, la jeune fille pointa du doigt le front du garçon. Jim lui a demandé s'il était aussi un héros. La fille a répondu qu'elle ne le savait pas, mais elle savait qu'il y avait encore de tels héros renaissants, et qu'il y avait aussi de terribles méchants. Mais comme le garçon ne se souvient de rien, ils ne peuvent pas dire de quel côté il se trouve. Et Daniel a résumé que c'est pour cette raison qu'elle suivait de près le garçon et qu'elle voulait le rencontrer en personne. La jeune fille a également ajouté son hypothèse sur la raison de leur renaissance. Elle pensait que si on leur donnait une nouvelle vie grâce à des actions passées, alors la raison de leur renaissance pourrait être liée au sauvetage du monde. Daniel a dit qu'elle pensait que Jim pourrait faire partie de tout cela, que cela lui plaise ou non. Quelque temps plus tard, le garçon s'est senti mentalement épuisé à cause de la quantité d'informations reçues de Daniel. La jeune fille promit de raconter tous les détails plus tard, car elle remarqua que le garçon était déjà complètement fou. Puis le téléphone a sonné. Jim a reçu un message de son père, il était dans le magasin et a demandé à son fils ce qu'il était préférable d'acheter pour le dîner. Jim a opté pour des champignons et a répondu à son père, mais dès qu'il a quitté l'université, il a vu la pluie tomber. Le garçon pensa avec agacement qu'il n'avait pas de parapluie avec lui et que, selon les prévisions, il ne pleuvrait pas. Jim pensa rester sur le porche de l'université sous le toit jusqu'à ce que la pluie se calme. Il se souvient des paroles de cet étrange escroc qui avait prédit la pluie d'aujourd'hui. Le garçon décide d'aller courir et regrette immédiatement son choix, car il faisait assez froid à cause du mauvais temps. Mais Jim ne s'est pas arrêté et a couru chez lui, pensant que ce n'était clairement pas son jour. Le garçon est finalement rentré à la maison, il a remarqué que son père aussi sortait sans parapluie.
Laissant ses chaussures et chaussettes mouillées dans le couloir, le jeune homme s'est dirigé vers la salle de bain pour se laver et tout préparer avant l'arrivée de son père. Les heures ont passé et le père de Jim n'est jamais revenu. Le garçon l'a appelé à plusieurs reprises, mais le répondeur a sonné. Jim commence à soupçonner que quelque chose lui est arrivé. Puis finalement le père répond, le gars demande à son père où il est, pourquoi il n'a pas répondu au téléphone. Mais le père de Jim s'est excusé et a dit qu'il était déjà en route, mais de terribles cris de poursuite ont été entendus en arrière-plan. Le jeune homme enfile sa veste et décide d'aller aider son papa. Au commissariat, Jim a témoigné que son père avait disparu. Il a dit qu'il l'avait contacté, mais qu'il n'était toujours pas rentré chez lui. Le type a également ajouté qu'il avait entendu des cris lorsqu'il avait reçu un appel il y a 15 minutes. Le policier a également demandé si le père de Jim souffrait d'une maladie mentale, ce à quoi la réponse a été négative. Le policier était perplexe et Jim lui a demandé de retrouver son père le plus rapidement possible. Mais on lui a dit que le manque de contact avec une personne pendant 5 heures ne peut pas être considéré comme une perte, et qu'on ne peut pas présumer d'un enlèvement à partir d'un simple coup de téléphone. Ils ajoutèrent à Jim qu'il ne devrait pas s'inquiéter et que son père reviendrait bientôt. Le type quitte le commissariat, tout abattu et en colère contre la police pour son inaction. Dans ses pensées, il comprit que son père ne reviendrait pas tout seul, car sa famille avait beaucoup de dettes. Il a reconnu les visages de ses visiteurs et maintenant ils ont kidnappé papa. Le jeune homme pensait que lorsque son père l'appelait, il était encore 5 heures du soir et il faisait jour, peut-être que quelqu'un aurait pu le voir. Jim a interrogé les passants sur son père, mais personne ne lui a donné de réponse. Le gars pensait que les ravisseurs, comme la dernière fois, avaient emmené son père dans un endroit éloigné. Mais ses pensées empiraient et soudain ses chaussures se déchirèrent. Le gars, accablé par le chagrin, est tombé sur le trottoir. Jim ne savait pas quoi faire, parce que la police ne l'aidait pas et qu'il ne connaissait pas les voisins. Le jeune homme était complètement désespéré, car il ne savait plus quoi faire maintenant. Soudain, Jim a reçu un appel téléphonique et l'écran a montré que c'était papa. Le jeune homme a immédiatement décroché le téléphone, une voix a parlé, il a signalé l'accident. Jim a seulement demandé où elle était. Le type a couru vers les lieux de l'accident. De nombreuses personnes avec des parapluies s'y étaient déjà rassemblées. Jim poussa les gens devant lui pour qu'ils regardent. Il fut soudain choqué par ce qu'il vit. Les ambulanciers ont chargé son père sur une civière, l'homme était inconscient. Jim leur a crié d'arrêter, les gens en face pensaient à composer le téléphone qu'ils avaient retrouvé. Le téléphone de Jim sonne derrière eux. Il s'est avéré que Johnny et Daniel ont trouvé le téléphone, ils se sont retournés et ont vu leur nouvelle connaissance. La fille a demandé à Jim où était son parapluie. Le garçon était abasourdi, une fois de plus, son sauveur secret est venu à son secours quand il avait besoin de lui. Jim a versé des larmes à cause de la montée des sentiments, Daniel l'a remarqué et lui a demandé de se calmer. Des personnes suspectes se trouvaient non loin de l'accident. Ils étaient en colère contre quelque chose, grimaça l'un des hommes avec des boucles d'oreilles aux oreilles. Un peu plus tard, à l'hôpital, on a dit au gars que les prêteurs n'avaient rien à voir avec cela. En fait, le père de Jim aidait une vieille dame avec un chariot rempli de cartons. Mon père a été poussé par un motocycliste au hasard et a dévalé la colline. Le jeune homme a demandé à la jeune fille si c'était le cas, elle a hoché la tête et a ajouté qu'elle était très surprise lorsque Jim a commencé à parler des prêteurs d'argent et tout ça. Mais le garçon a mentionné un appel téléphonique, où il y avait des échos semblables à ceux de la persécution. Mais Daniel a expliqué qu'il passait par là quand tout s'est passé. Et ils n'ont pas crié cela au père, mais au motocycliste. Cette explication a calmé le jeune homme. Et puis le père de Jim est sorti du couloir, il tenait une serviette sur sa tête. Le garçon s'est levé d'un bond et a couru vers son père pour lui poser des questions sur son état, mais son père a répondu qu'il ne s'agissait que d'une légère commotion cérébrale. Il a également ajouté que les médecins recommandaient de se reposer quelques jours et de revenir si la situation s'aggravait. Son mystérieux sauveur s'est approché de Jim, il lui a tendu la veste de son père et lui a dit que quelques blocs de glace suffiraient. Le garçon remarqua que Johnny l'avait aidé à plusieurs reprises, ce à quoi il répondit qu'il n'avait rien fait de tel. Johnny a ajouté que si le jeune homme veut remercier quelqu'un, il devrait alors remercier Daniel, qui a appelé la police. Le sauveteur a également ajouté que Jim devait aller chercher les résultats, mais il a tenté de l'en empêcher. Au début, Jim voulait remercier Johnny de l'avoir sauvé, mais il a ensuite pensé que lorsqu'il était recherché, les pompiers étaient venus en aide au garçon et que ce n'était pas lui-même qui avait sauvé Jim des intimidateurs de l'école. À chaque fois, Johnny passait par là. Mais Jim se souvenait de la question du jeune homme dans le hangar selon laquelle il avait été amené ici contre son propre gré. Le garçon attrape toujours la veste de son nouvel ami avec sa main et le remercie d'être venu l'aider. Johnny n'a pas bien compris ses paroles et a regardé le garçon avec étonnement, mais Jim a expliqué qu'il l'avait remercié de ne pas être passé par là. Jim, le père et les nouvelles connaissances du garçon quittent l'hôpital et rentrent chez eux. Tout cela est remarqué par le même escroc qui a trompé le garçon pendant la journée. Le jeune homme parlait à quelqu'un au téléphone et a remarqué qu'ils étaient tous devenus amis.
Il était en contact avec le même homme avec un masque de démon couvert de cheveux, il était dans une pièce sans lumière, et un homme en vêtements classiques lui présentait ses excuses à genoux, l'homme masqué pointait le téléphone vers lui. À l'autre bout du fil, la voix d'un escroc est venue, qui était en colère contre l'homme de ne pas avoir pu lui amener une personne en particulier. Ce à quoi l'homme effrayé a répondu qu'il l'avait presque attrapé, mais qu'à cause de l'apparition soudaine d'un motocycliste et de gens, il lui avait manqué. L'escroc a répondu que l'homme n'était plus nécessaire. Un craquement s'est fait entendre dans le combiné, et le jeune homme a raccroché, il a décidé de monter sur scène. Premier jour de cours pour les étudiants de première année. Le campus regorge de nouveaux arrivants enthousiastes et impatients. Puis le même tyran aux cheveux bleus est apparu devant Jim, qui a également été battu. Le garçon a décidé que ses études universitaires étaient destinées à commencer complètement différemment. Les trois intimidateurs étaient assis par terre devant Jim, ils ont été battus et derrière eux se tenait un gars aux cheveux roux. Soudain, le jeune homme aux cheveux roux a interpellé le garçon d'un ton menaçant. Il a demandé à Jim s'il connaissait ces gars, le gars l'a trouvé effrayant. Jim regarda à nouveau le trio de voyous. Il se souvenait de l'incident d'hier, mais ne comprenait pas qu'avec leur visage, ils avaient été très battus. Le jeune homme à la crinière rouge répéta sa question. Jim pensait qu'il était le chef de leur gang. Reculant prudemment, le garçon a déclaré qu'il n'avait pas fait de mal à ces gars. Mais Jim se heurte au dos de quelqu'un. En se retournant, le garçon remarque Johnny, qui lui dit qu'il est dangereux de marcher à reculons. Il a également demandé ce qui se passait ici. Jim a montré le type effrayant aux cheveux roux. Johnny ne comprenait pas de quel genre de type effrayant il parlait. Mais ensuite Jim s'est rappelé que son sauveur était alors en confrontation avec des hooligans et a pensé qu'il devait l'avertir du danger qui le menaçait. Mais Johnny s'était déjà approché du type effrayant aux cheveux roux. Le mystérieux sauveteur a cliqué sur le front de ce jeune homme à la crinière rouge et lui a demandé de ne pas effrayer les gens avec son regard. L'effrayant fut surpris par l'arrivée de Johnny, puis montra les dents dans un sourire. Au bout d'une seconde, le jeune homme rit et s'excusa auprès du mystérieux sauveteur d'être trop emporté par l'intimidation de ces gars. Johnny a expliqué à Jim que ce type n'était pas une menace, même s'il avait l'air effrayant, mais que le trio de voyous tremblait toujours. Le garçon comprit qu'il s'agissait d'une connaissance de son sauveur secret et lui demanda s'il était aussi un héros du passé. Johnny a expliqué qu'il avait travaillé avec Erad dans le passé, et le jeune aux cheveux roux l'a confirmé et a ajouté qu'il avait dirigé des troupes sur les lignes de front. Jim a demandé pourquoi le trio de voyous était à genoux. Le Erad a expliqué que les trois hommes avaient été impliqués dans un accident de moto hier. Le méchant aux cheveux bleus regardait le garçon avec le regard insatisfait de son visage brisé. Jim était confus. Le Erad a ajouté qu'il les avait poursuivis à ce moment-là. Et pour finir, il a ajouté que lorsqu'il avait rattrapé le trio de hooligans, il leur avait donné chez lui un briefing de 12 heures sur la sécurité des transports. Erad a immédiatement expliqué à Jim qu'il avait obtenu le plein consentement de leurs parents et de la police et qu'ils n'avaient pas battu le trio ici, mais que leurs parents les avaient battus. Cela a calmé le garçon. Red a été surpris par la réaction de Jim. Il pensait que parce qu'ils avaient déjà essayé de voler le garçon, Erad s'attendait à ce que Jim apprécie leur situation. Le garçon a dit qu'il se sentait juste désolé pour eux, parce que le trio était à genoux et couvert de bleu. Le roux a trouvé ce geste de miséricorde comme mignon. Pendant ce temps, le trio de hooligans a écouté silencieusement la conversation entre deux gars. L'un d'eux a remarqué qu'il devait maintenant de l'argent à ce gars, mais celui aux cheveux bleus lui a dit de se taire. Le troisième des hooligans a remarqué que l'endroit était soudainement devenu trop fréquenté et a décidé de profiter de cette occasion pour s'échapper. Jim a été poussé à l'épaule, il a également remarqué une foule de gens. Johnny a expliqué au garçon qu'il était temps pour les cours du matin. Erad a découvert que le trio de voyous s'était enfui alors qu'il était distrait par ses camarades. Il resta là, furieux, pendant que Johnny appelait quelqu'un. Un jeune homme avec une natte dans les cheveux a raconté à quelqu'un au téléphone que ces types à moto s'étaient enfuis et a ajouté qu'il avait été vu pour la dernière fois devant le 13e bâtiment. Johnny a raccroché et a dit au Erad que ces gars seraient au 2e étage du bâtiment 11. Jim a demandé comment le jeune homme avec une queue de cochon dans les cheveux avait découvert où se trouvaient ces trois voyous. Johnny a mentionné que Daniel l'avait fait, mais il s'est rappelé que le garçon n'avait pas encore vu ses capacités. Le mystérieux sauveur a ajouté que sa force réside dans la chance, tandis que Daniel et Erad ont d'autres capacités. Pendant ce temps, la roue se précipitait déjà après le trio, et Johnny ajouta qu'il était plus facile pour Jim de tout voir par lui-même. Trois camarades ont couru vers le 11e bâtiment de l'université. Le garçon a demandé à sa nouvelle mystérieuse connaissance comment il avait finalement découvert que ces gars viendraient ici. Johnny a expliqué que Daniel avait dit que si les trois hooligans s'enfuyaient du bâtiment 13, ils devraient s'enfuir de l'arrêt de bus avec la foule et ne pourraient pas aller plus loin. Ils se cacheraient donc dans le bâtiment le plus proche. Pour le moment, le 11e corps est le plus libre, il y a de fortes chances qu'ils s'y rendent. Et les trois hooligans ne dépasseront pas le 3e étage, car ils ne pourront pas passer le cours d'éducation physique du 400e niveau,
ils n'oseront tout simplement pas à cause de leur fragilité. Ils n'ont pas beaucoup de choix, donc ils s'en tiendront probablement à la sortie de secours. Et il y a 5 sorties de secours dans ce bâtiment. La chance était donc d'1 sur 5, mais avec la chance de Johnny, ils l'ont trouvé tout de suite. Le trio de voyous a crié et s'est précipité dans les escaliers, espérant se cacher de leurs poursuivants. Les hooligans se demandaient comment les gars avaient pu les retrouver, mais Erad les a arrêtés sur le palier, leur expliquant qu'il ne leur avait pas suffisamment montré hier à quel point cela pouvait être effrayant. Dans sa main se trouvait le manche d'une vadrouille, et les pilons qu'il tenait par le manche s'enflammèrent. Le trio d'ennemis a crié et a soudainement freiné juste devant Erad. Jim, regardant depuis l'escalier au-dessus, a été surpris par la puissance ardente de la rousse. Johnny a été surpris, car il s'est avéré qu'il n'avait pas vu ce feu. Le gars avec la tresse dans les cheveux a expliqué que c'est le pouvoir du Herald. Son talent, mais seul Jim a vu les flammes du feu. Johnny a ajouté qu'avec quelques minutes de pratique, ce jeune homme pouvait maîtriser n'importe quel instrument. Pendant ce temps, Herald a fait tourner une vadrouille et l'a balancée sur le trio de voyous. Ils volèrent vers les escaliers, trébuchant sur les marches. Le tyran aux cheveux bleus remarqua que sa tête volait droit sur la marche en béton. Mais à ce moment-là, l'homme aux cheveux roux a placé la partie nettoyante de la serpillière sous leur tête pour que le trio ne puisse pas s'échapper dans les escaliers. Herald s'accroupit vers les garçons et leur dit avec colère que s'ils tentaient de s'échapper, un sort terrible les attendrait. Red les a attirés dans un coin et a ajouté que le trio de voyous n'avait aucun remords, et ils ont répondu qu'ils étaient désolés. Jim est intervenu et a précisé s'il ne ferait vraiment pas de mal au trio. Le garçon a également demandé comment il se sentait, mais le gars aux cheveux bleus l'a traité de double visage et a ajouté qu'il se cachait derrière le dos des autres. L'intimidateur aux cheveux bleus n'a pas pu se retenir, il s'est levé du sol et a crié après Jim, lui expliquant pourquoi il les dérangeait. Pourquoi il impliquait ses amis au lieu de les envoyer à la police. Herald a commencé à devenir furieux face à l'audace du tyran à tête bleue dans une telle situation. Mais il a ajouté qu'ils étaient mineurs et qu'ils s'en seraient donc tirés avec seulement quelques mois de travaux d'intérêt général. L'intimidateur n'a pas abandonné, il a ajouté que ces gars n'avaient pas pris d'argent à Jim et que personne n'était mort dans cet accident. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter pour une si petite chose. Jim prit silencieusement la serpillière des mains du Herald. Il l'a balancée et l'a frappée de toutes ses forces sur le sol à côté du trio de voyous. Herald et Johnny ont été étonnés de cet acte. Jim a crié qu'il ne voulait pas l'entendre parce que c'était à cause d'eux que cette affaire était devenue sérieuse. Le trio de voyous se figea en silence et attendit les prochaines actions du garçon. Mais Jim a seulement repris son souffle à cause de son discours enflammé. Une seconde plus tard, le garçon s'est excusé d'avoir succombé à ses émotions et a demandé pardon au trio de hooligans. Jim a décidé de leur faire comprendre que la loi protège les jeunes délinquants comme ces trois-là parce que le système ne veut pas surpunir les adolescents qui pourraient commettre des erreurs en raison de leur immaturité. Le garçon a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une échappatoire, leur accordant un pardon illimité chaque fois qu'ils décident qu'ils le méritent. Et comme ils se comportent de manière incontrôlable et irresponsable, quelqu'un devra toujours assumer la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Jim a conclu que les hommes doivent comprendre à quel point il est important pour eux d'être conscients de leurs actions avant d'atteindre l'âge adulte. Que le garçon ne se soucie pas de savoir s'il refuse de payer ou s'il reçoit une légère punition pour ses actes, car hier, à cause de leur amusante balade en moto, Jim a presque perdu le seul membre de sa famille. Le garçon a ajouté qu'il pensait que le trio de voyous avait quelque chose à lui dire, ils ont baissé la tête et ont dit d'une voix baissée qu'ils étaient désolés. Jim a dit au revoir au trio d'anciens intimidateurs. Ensuite, Daniel s'est approché des gars et a demandé comment Herald les avait attrapés, ce à quoi la rousse a répondu qu'elle n'était que quelques minutes en retard et qu'elle avait tout raté. Herald a félicité Jim, mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi. Le roux a expliqué que la première impression du garçon n'était pas très agréable, il semblait inintéressant et faible, mais il s'est avéré que Jim a pu défendre son opinion. Herald a ajouté qu'il ressemble beaucoup à Johnny, du genre gentil et impuissant. Le roux se leva d'un bond et écarta les bras. Il a serré Jim dans ses bras et lui a dit qu'il était coincé avec eux maintenant. Pendant ce temps, ce tyran aux cheveux bleus était assis dans les escaliers et discutait de tous ses récents incidents avec quelqu'un. Derrière lui se trouvait une créature dégageant une aura maléfique. Jim remarqua dans ses pensées que Herald l'énervait et le roux lui mit une boucle d'oreille en forme de lion à l'oreille. L'action se déroule dans une pièce, le garçon est allongé sur le sol et de l'eau coule sur lui d'en haut. Jim fut surpris et changea de position pour s'asseoir. Lui-même était vêtu de vêtements amples blancs. Il leva la tête pour regarder la cause des gouttes d'eau, le jeune homme ne comprit pas où il se trouvait. Puis il entendit une voix d'en haut, qui lui disait de pardonner au moins cette fois, de lui donner une autre chance, que la prochaine fois il irait mieux. Jim ne comprit pas de qui il s'agissait, mais ensuite il commença à reconnaître cette voix. Après un silence soudain, Jim se réveilla. Il explosa sur le lit et réalisa que c'était un rêve. Le garçon est allé à l'université, il n'a pas dormi du tout, mais il était content qu'aujourd'hui, il n'y ait que de l'instruction.
Jim ouvrit la carte pour voir comment se rendre à la porte principale. Puis il remarqua le bus universitaire numéro 13. Il y entra et s'assit. Non loin de lui était assis un homme suspect en capuche bleue avec une tablette à la main. Il a reprogrammé le bus, il a changé l'itinéraire du 13e au 20e. Le dernier arrêt a été annoncé et les passagers ont été priés de descendre du bus. Le jeune homme en sortit et découvrit qu'il se trouvait dans un endroit totalement inconnu, semblable à une forêt. Les passagers se séparèrent, mais le garçon resta debout, ne comprenant plus où aller maintenant. Le bus est parti et les gens ont couru quelque part, Jim ne savait pas où était l'arrêt. Le garçon réalisa qu'il n'avait pas le choix et décida de repartir à pied. Une heure plus tard, Jim s'est perdu dans la forêt et a pensé que ce terrible rêve s'était avéré prophétique. L'idée lui vint d'appeler Danielle, car elle semblait être une fille fiable. Mais il n'y avait pas de connexion téléphonique dans cette forêt. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi il y avait une forêt au milieu du campus universitaire. Puis le garçon entendit des bribes de voix de Danielle, il commença à essayer de lui expliquer où il se trouvait. Peut-être dans la forêt. Et il sembla qu'un animal sauvage était sur le point de lui sauter dessus. Puis la main d'un inconnu à lunettes rondes toucha son épaule. Le type se tourna vers elle, cet inconnu cherchait de ses yeux la bête dont Jim venait de parler. Mais l'appel a été interrompu et la jeune fille a commencé à s'excuser activement. Elle a ajouté qu'elle n'avait vu personne depuis 2 jours, le garçon l'a calmée et lui a dit que tout allait bien. Puis une idée vint à Jim, il était gêné que la fille soit dans cette forêt depuis 2 jours. Le garçon se sentit mal à l'aise et il invita la fille à partir d'ici. La jeune fille a dit à Jim qu'elle était heureuse d'avoir de la compagnie, car elle se sentait mal à l'aise d'être seule. Elle s'est présentée sous le nom de Mia, elle était en 3e année et étudiait l'agriculture. Le gars s'est également présenté et a dit qu'il était en première année d'études et qu'il étudiait la littérature coréenne. Mia admirait le fait qu'il soit le même Jim qui avait des amis incroyables. Elle a ajouté que le garçon était une lueur d'espoir et qu'ils devraient devenir amis, que c'était une merveilleuse coïncidence qu'ils se soient rencontrés ici, mais Jim ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Le garçon a changé de sujet, il a demandé comment Mia avait survécu dans la forêt ces 2 jours. La fille a dit que le premier jour, elle n'avait ni dormi ni mangé, elle avait juste continué à marcher, ce qui a étonné le gars. Mia a ajouté que le 2e jour, elle a trouvé une tente et a pu se reposer un peu et manger la nourriture qui s'y trouvait. Le jeune homme a demandé où se trouvait cet endroit. La fille a emmené Jim à travers des buissons. Ils arrivèrent dans un champ, où il y avait effectivement une tente. Mia supposa que les gars du camping-club l'avaient probablement laissé ici. Soudain, Jim remarqua que les jambes de quelqu'un en pantalon noir et en bottes sortaient de la tente. Mia et le garçon décidèrent de regarder dans la tente. La jeune fille était heureuse que le propriétaire de la tente soit là et qu'il connaisse le chemin à partir d'ici. Le garçon ne savait pas qui était là et regarda dans la tente. Mais à l'intérieur se trouvait le même type qui avait trompé Jim en lui indiquant le mauvais chemin pour se rendre à l'université. Et il avait dit au garçon qu'il n'aurait pas à le chercher maintenant. Jim l'a immédiatement reconnu comme l'escroc. Le gars en noir s'est levé et a ri brièvement, ajoutant que ses sentiments étaient blessés par un tel surnom. Jim voulait dire au jeune homme tout ce qu'il pensait de lui, mais la fille est intervenue dans leur conversation et a demandé s'ils se connaissaient. Le garçon a répondu qu'ils s'étaient croisés une fois. Mais ensuite le jeune homme a demandé à Jim comment se sentait son père. Cela a choqué le garçon, il a demandé comment le gars en noir savait cela. L'escroc a poursuivi en affirmant que les personnes qui avaient frappé son père avaient pris la fuite. Jim ne comprenait pas ce que signifiaient les paroles de cet homme en noir, mais l'étranger a prévenu le garçon que cela lui ferait mal et espérait qu'il comprendrait. Soudain, il donne un coup de pied au garçon dans le ventre et le fait tomber. Jim ne comprend pas ce qui se passe, il a juste émis un bruit de douleur. L'escroc retire son pied, donnant ainsi au garçon l'occasion de se racler la gorge et de reprendre sa respiration. Puis l'homme en noir pousse à nouveau le garçon et appuie l'épaule de Jim contre le sol avec son pied. Le garçon ne comprend pas ce que fait ce jeune homme et essaie de lui enlever la jambe. L'escroc, la voix agacée, répond qu'il ne voit rien et qu'un contact cutané est peut-être nécessaire. L'homme en noir se penche et pose sa main sur la bouche de Jim, un sourire apparaît sur son visage et il s'exclame avec joie en voyant maintenant qu'il a apparemment atteint le résultat souhaité. L'escroc suggère que la partie coupée peut également fonctionner. Jim a peur, incapable de faire quoi que ce soit pour s'opposer à cet homme. Soudain, quelque chose attira l'attention du gars noir. Mia se tenait à côté du téléphone et a tout filmé, elle a demandé à l'escroc d'arrêter immédiatement. La jeune fille a réitéré sa demande, mais cette fois-ci, elle a menacé d'appeler la police si elle refusait. Mais l'homme en noir considérait sa présence comme une opportunité de tester les capacités du garçon. L'escroc décide de recourir à la force contre la jeune fille. Des vagues de lumière violette et des lumières semblables à des trous de serrure apparaissent autour de la jeune fille. Il savait qu'ils étaient assez loin du bâtiment de la faculté, dans une sorte de forêt. Il y a des gens qui se souviennent de leur vie passée et qui ont des pouvoirs spéciaux, mais seul Jim peut voir la manifestation de leurs capacités. Tout cela ressemblait à une sorte de farce. Maintenant,
des vagues de lumière violette et des lumières semblables à des trous de serrure sont apparus autour de la jeune fille. Le garçon ne comprit pas ce que c'était, l'inconnu en noir continua de le plaquer au sol. Ce voyou était maintenant également capable de voir la manifestation de cette capacité. Jim réalisa qu'il s'agissait très probablement de l'un des méchants dont Daniel avait parlé. Le jeune homme en noir lui a demandé où il devait viser. Le garçon s'est recroquevillé de peur, mais l'escroc l'a rassuré en lui disant qu'il n'allait pas lui faire de mal. L'homme en noir a également ajouté que les gens ne meurent pas à cause d'un seul mot. Jim ne comprenait pas le mot, mais l'escroc a pensé que ce serait mieux adapté. L'homme en noir décida d'essayer le mot compréhension, une clé violette sortit de sa bouche. Et après quelques clés supplémentaires, Jim se tendit en prévision de l'inconnu. L'escroc a plaisanté en disant qu'il semblait y avoir un malentendu. La jeune fille ne comprit pas le sens de ses paroles. Le jeune homme lui a demandé que récemment elle voulait lui demander son chemin, la jeune fille lui a demandé à nouveau, puis le mot pensée est apparu au-dessus de sa tête sous un trou de serrure violet flottant. L'homme en noir a dit à Mia qu'elle errait depuis longtemps et qu'elle était probablement fatiguée, que la forêt était assez grande, et si elle avançait, elle arriverait à l'arrêt, et le bus allait directement à la porte principale, donc elle ne se perdrait certainement pas. La clé du fraudeur est entrée dans le trou de la serrure avec le mot pensée. Juste au moment où la fille pensait que quelque chose de grave pourrait arriver, mais que si les choses devenaient incontrôlables, elle et Jim pourraient courir jusqu'à l'arrêt de bus, alors la clé violette a fait une révolution et est devenue jaune. Le trou de la serrure et la clé qu'il contenait se sont soudainement enflammés et ont brûlé. La jeune fille a demandé de ne pas la distraire, car elle a tout enregistré sur l'appareil photo de son téléphone. Mais l'homme en noir a dit qu'il semblait maintenant torturer Jim. L'escroc a expliqué qu'il connaissait Jim depuis le lycée et que le garçon prenait souvent ses affaires. Et lorsqu'il a appris que Jim était entré dans cette université, il a vu que le garçon avait déjà fouillé dans son équipement coûteux. La fille était perplexe, les paroles du gars en noir semblaient la zombifier, pénétrant dans son subconscient. Le jeune homme a ajouté qu'il avait été abasourdi lorsque Jim l'avait traité de fraudeur. Mia a arrêté le monologue du gars en noir et s'est opposée à ses paroles, disant que Jim n'avait pas touché à ses affaires, c'était elle-même. Elle a demandé pardon à l'escroc et lui a proposé de restituer l'argent pour tout, mais à ce moment-là, une autre clé violette a volé dans le deuxième puits. L'homme en noir fit une grimace surprise et ajouta qu'il semblait avoir tout mal compris et que tout cela avait été préparé pour aujourd'hui. À ce moment, un autre trou de serrure a été ouvert et enflammé. Mais l'escroc a continué, il a dit à la fille qu'il n'y avait rien, il semblait qu'elle en avait davantage besoin, elle n'avait pas besoin d'argent. Le gars faisait juste comme s'il l'avait perdu quelque part. Le jeune homme libère la bouche de Jim, permettant au garçon de reprendre son souffle. Il demande à l'étranger ce qui se passe et ce que ses parents ont fait. Mais l'escroc l'a prévenu et lui a conseillé de bien réfléchir. Ici, une autre clé est tombée dans le trou de la serrure avec le mot esprit. La clé tourne et la fille quitte les gars et, agitant la main, s'en va. L'homme en noir lui fait signe et demande au garçon s'il ferait de même, il reste silencieux, puis demande à l'étranger pourquoi il l'a fait et comment il connaissait le père de Jim. Ce à quoi le jeune homme en noir dit seulement de manière évasive que le garçon a beaucoup de questions. Jim demande également si l'étranger était un méchant dans une vie antérieure. Cela laisse perplexe l'escroc qui regarde le garçon d'un air interrogateur. Et puis il a ri de toutes ses forces, Jim s'est assis calmement. Après s'être remis de son rire, le gars en noir a dit, c'est ainsi qu'ils ont tout expliqué à Jim et ont demandé au garçon s'il se considérait comme des héros et lui ont demandé s'il croyait en tout cela. Mais le garçon répond de manière décisive qu'après l'avoir rencontré, il est prêt à le croire, ce à quoi l'homme en noir répond que c'est une mauvaise idée. Le jeune homme a dit à Jim que ce jour de pluie, les prêteurs sur gage suivaient son père. Le garçon fut choqué par cette nouvelle. Jim a demandé comment l'escroc savait tout cela. Mais il a répondu qu'il ne le dirait pas, mais qu'il savait que son père n'aurait pas souffert même s'il avait été attrapé. L'inconnu a ajouté que dans le set final, le père de Jim souffrait encore, et c'était précisément à cause des actions du petit héros arrogant Johnny. Jim ne croyait pas le gars en noir, mais il posa une question pour savoir s'il avait commencé à avoir des pouvoirs le jour où il avait rencontré Johnny. Le garçon a commencé à se souvenir du jour où il a été kidnappé et sauvé par un mystérieux sauveur. Le jour où il avait déjà été sauvé de l'incendie, il s'est jeté sur Johnny. Et à ce moment de contact, j'ai vu pour la première fois les étincelles de pouvoir de Johnny. Il pensait vraiment que Johnny brillait à ce moment-là. Jim n'a pas répondu à l'étranger, mais il a dit qu'il ressortait clairement de son visage qu'il avait raison. Le gars en noir a expliqué qu'il avait sauvé le garçon cette fois-là pour que Jim se sente comme un débiteur, et a ajouté qu'il avait toujours été comme ça. Et le jeune homme a ajouté que Johnny l'avait trompé ainsi une fois aussi. Le gars en noir a conseillé à Jim de ne pas trop leur faire confiance, et lui et le garçon sont devenus proches non pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils avaient besoin de sa force. Et il a ajouté que sinon, pourquoi ferait-il preuve d'une telle gentillesse envers un étranger? Finalement, l'homme en noir a expliqué que Jim est une légère anomalie, il a de la force, mais il n'y a aucun souvenir de sa vie passée, il ne sait pas ce qu'il a fait alors,
il ne se souvient d'aucun d'entre eux. Et ce qui est plus logique de se lier immédiatement d'amitié avec lui, et de ne pas devenir un ennemi, c'est probablement les intrigues de Daniel. Jim réfléchit à ses paroles, mais ensuite un papillon apparut devant son visage. Soudain, Daniel elle-même est apparue par derrière, elle a évoqué la lâcheté du type en noir de leur dire cela directement en face. L'escroc a seulement ajouté qu'il était si proche. La jeune fille prononça quelques mots et balança sa jambe vers l'ennemi. Avec ce swing, elle créa un tourbillon de feu en direction du type en noir. Le fraudeur s'est levé et a continué à sourire calmement. Mais ensuite quelqu'un est apparu devant Jim et Daniel. C'est cet inconnu au masque de démon avec une longue crinière blanche qui a attrapé la balle lancée par la jeune fille, et l'escroc l'en a remercié. Un héros aigri apparut derrière les arbres. Le gars en noir a dit qu'il devait y aller. Herald a crié qu'il ne pouvait pas s'échapper, puis Johnny est apparu. Mais l'escroc a souri et a agité la main, disant qu'il partirait de toute façon. Après tout, ils ont des choses plus importantes à faire et ont fait allusion à Johnny. Le type en noir et l'homme masqué ont disparu dans la forêt. Herald leur a crié d'arrêter, mais Jim lui a demandé d'arrêter. Le garçon n'a pas compris ce qui se passait, il a dit que sa tête était sur le point d'exploser. Daniel se tenait à proximité. Jim lui a demandé d'expliquer ce que tout cela signifiait. S'étant suffisamment éloigné des héros, l'escroc a dit qu'il était proche, mais l'homme masqué a demandé si cela suffirait, car il pensait que Jim n'était pas prêt à passer à leur côté. Mais l'homme en noir lui assura que le germe du doute suffisait. Et il a ajouté que Jim ne pourrait pas leur faire entièrement confiance et qu'ils auraient une autre chance. L'action se déroule dans une pièce inconnue. Il y a une table avec une sorte d'outil de construction et un type suspect avec une capuche bleue était assis derrière le canapé. Le type en noir l'a appelé et lui a dit qu'il pensait que l'inconnu ne rentrerait pas chez lui. L'homme suspect a tendu un outil en forme de faucille à l'escroc et a déclaré que l'homme en noir ne lui laissait pas le choix. Il a également mentionné que le patron avait un cadeau pour lui. Le type suspect a rappelé l'accord dont l'essence était de pirater le système de bus en échange d'une surprise, et a ajouté que le patron habite même dans sa maison. Pendant ce temps, l'homme masqué s'est assoupi et l'étranger encapuchonné a continué à en vouloir au patron. Le gars en noir a répondu que lors de leur rencontre, il aimerait ce type, ce à quoi l'inconnu dans le quartier a répondu que le patron ne pouvait pas attirer à leur côté. Mais l'escroc s'y est opposé, répondant qu'il avait essayé Jim. Il a ajouté que pour Jim, lui et Johnny n'étaient que des étrangers. Mais l'inconnu dans la capuche a déclaré qu'il serait difficile pour le garçon de tout comprendre, car il ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais le jeune homme en noir s'y est opposé, disant que les gens croient plus aux avertissements d'un étranger qu'aux paroles aimables d'un ami qu'ils viennent de rencontrer. Et avec ces mots, le gars a saisi la main de l'étranger avec la faucille. Le type en noir était sûr que Jim n'oublierait pas ses paroles. Le gars dans le quartier a traité le patron de vraiment le pire, ce à quoi il a répondu qu'il l'aimait aussi. Pendant ce temps, Daniel a décidé de tout dire à Jim sur eux. Elle a commencé à dessiner un diagramme au tableau et a déclaré qu'il y a plusieurs centaines d'années, il y a eu une guerre dans laquelle ils ont gagné, protégeant la Terre des menaces extérieures et qu'ils sont tous morts. Herald et Johnny étaient assis dans la pièce et écoutaient simplement en silence l'histoire de la jeune fille. Daniel a poursuivi en disant que, techniquement parlant, c'est là que leur vie aurait dû se terminer. Mais ils ont tout repris conscience et se sont révélés être des élèves d'une école primaire du XXIe siècle. La jeune fille a ajouté que les souvenirs de leur vie passée leur revenaient dès qu'ils avaient 10 ans. Jim leur a demandé s'ils étaient sûrs de la véracité de leurs souvenirs, ce à quoi Harold a accepté. Et il a aussi ajouté qu'ils ont les mêmes visages, personnalités, sexe, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont même les mêmes noms, et ils ne ressemblent pas du tout à leurs parents. Avec ces mots, la rousse a jeté le téléphone à Jim. Sur l'écran, il y avait une photo de la famille de Harold, où il était encore petit, le gars était complètement différent de tous les membres de la famille. Puis il s'est joint à la conversation, il a dit que seul leur âge avait changé, parce qu'ils avaient tout le même âge, ainsi que leurs atouts. Harold a déclaré qu'il avait toujours du mal à acquérir de nouvelles compétences, mais qu'il n'était pas très bon. Il a ajouté qu'avec Johnny non plus, il n'avait pas eu autant de chance dans le passé. Daniel a dit que c'était comme si leur pouvoir n'était vraiment libéré que maintenant qu'ils renaissaient. Elle a demandé à Jim ce qu'il avait vu. La jeune fille a ajouté que peut-être grâce à la chance de Johnny, ils ont découvert qu'ils allaient tous dans la même école et qu'ils n'avaient pas à se chercher. Et elle a dit qu'Aidan avait également étudié avec eux. C'est le type en noir que Jim a vu récemment. Le garçon a immédiatement demandé qui était cet Aidan. Daniel a déclaré que dans sa vie antérieure, il avait vendu la nation. Avec ces mots, la jeune fille a mis une croix noire sur la planche à dessin, là où se trouvait leur état. Jim a été horrifié par ces paroles et a demandé à nouveau. Daniel a confirmé et a ajouté qu'Aidan avait vendu la terre à l'ennemi par tromperie, ce qui marquait le début de la guerre. Harold et Johnny étaient assis sur le canapé dans un silence tendu. Jim a demandé à la fille ce que cela signifiait qu'il l'ait fait par tromperie, et Daniel a demandé au gars s'il voyait sa force. Le garçon répondit qu'il avait vu une clé sortir de la bouche d'Aidan et ouvrir quelque chose, comme si cela avait affaibli les barrières de l'homme. La jeune fille répondit pensivement que c'était ce qu'on attendait de lui.
Elle a dit qu'Aidan avait toujours été un escroc, qu'il parvenait facilement à tromper les gens et à obtenir d'eux tout ce qu'il voulait. Et si après sa renaissance, il devenait plus fort, comme tout le monde, alors quelques mots et les gens commenceraient à suivre ses ordres. Jim se souvenait de ce qu'Aidan avait fait à Mia dans la forêt. Daniel a poursuivi en disant que deux types de personnes interagissent généralement avec Johnny. Certains lui profitent, tandis que d'autres lui nuisent. Aidan appartient bien entendu à la deuxième catégorie. Dès l'âge de 10 ans, il se retrouve constamment dans la même classe. Et au lycée, Aidan est passé à l'enseignement à domicile. Tout le monde se méfiait de lui, même s'il n'y avait aucune condition préalable. Au moins avant, Jim a posé une question sur ce qui s'était passé. Herald a ajouté qu'il était idiot de penser qu'Aidan aurait pu changer. La jeune fille a continué son histoire. Elle a dit que le taux de criminalité avait augmenté dans cette zone et ils ont tout découvert qu'Aidan avait été en contact avec différents gangs. Ils n'en sont pas sûrs mais ils pensent qu'Aidan a déjà fait son geste. Daniel a dit qu'il y avait de fortes chances qu'il soit également impliqué dans le cas du père de Jim. Mais sa force réside uniquement dans les conversations. Jim a demandé si les héros pouvaient l'arrêter, mais la fille a dit qu'il n'était pas seul. Ils sont sûrs qu'en ce moment il y en a 2 autres qui travaillent avec lui, donc il y en a 3 au total. Mais jusqu'à présent, ils ne savent pas leur nom ou leur visage. Le garçon se demandait pourquoi il ne pouvait pas se rappeler à quoi il ressemblait s'il disait que leur apparence était la même que dans une vie antérieure. La fille lui a dit que tous ceux qui travaillaient pour Aidan gardaient leur nom et leur visage secret. De plus, ils étaient nombreux et ils ne savent pas exactement qui est né de nouveau. C'est pourquoi ils ont surveillé Jim de si près après que Johnny l'ait trouvé. Ici encore, Herald rejoint la conversation. Il a déclaré qu'il ne se souvenait pas de Jim et ne savait pas avec certitude s'il était un partisan d'Aidan. Leroux a ajouté qu'il semblait avoir également vu le garçon pour la première fois, ce qui a dérouté Jim. Daniel a ajouté que le garçon est du bon côté et qu'il y a de fortes chances qu'il soit aussi la bonne étoile de Johnny. Jim trouvait leur joie excessive et leur humeur festive suspecte. Il pensait toujours au mot qu'Aidan avait prononcé. Jean a dit aux héros qu'il comprenait leur situation et leur a demandé ce qu'ils devaient faire. Daniel a dit qu'elle voulait répondre mais qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que préparait Aidan, mais a ajouté que l'escroc ferait n'importe quoi pour mettre le garçon de son côté. C'est déjà un problème, même s'il a les meilleures intentions. Mais s'il veut capturer Jim à tout prix, il court alors un grand danger. Ensuite, Johnny s'est approché du garçon et lui a dit que les héros s'occuperaient de lui. Daniel a dit que le garçon pourrait penser qu'ils étaient trop insistants et qu'il n'aimerait peut-être pas ça, mais qu'il devrait surveiller attentivement les environs de Jim. Herald hocha la tête en accord avec les paroles de la fille. Jim réfléchit à tous les mots qu'il avait entendus et prit une décision. Tous les héros présents étaient assis dans une attente déprimante. Le garçon a déclaré qu'après tout ce qu'il avait vu, il ne pouvait pas dire qu'il ne les croyait pas. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas refuser alors qu'il voulait tout le protéger et qu'il devait en fait les remercier. Pour être honnête, Jim pensait qu'il allait vraiment mourir, car c'était très effrayant. Le garçon a demandé aux héros s'ils voulaient rester à l'écart d'Aidan. Il s'est avéré qu'ils devaient faire profil bas. Les héros y ont réfléchi et ont répondu que cela pourrait être difficile. Un peu plus tard dans la classe, les élèves présents discutaient du nouveau venu. Ils ont dit que Jim était une légende, qu'il n'était même pas là depuis une semaine et qu'il était déjà devenu ami avec le trio. Ils étaient étonnés de la façon dont il avait réussi. Pendant ce temps, le garçon était assis tout rouge de confusion. Il se demandait si toute l'université était vraiment au courant de l'existence de ces trois-là. Jim se souvient de Mia, qui a également mentionné qu'il avait des amis incroyables. L'action se déplace à la cantine universitaire, où les gens sont déjà rassemblés pour le déjeuner. 2 filles portaient le déjeuner à table, l'une avertissait l'autre de faire attention à ne pas le renverser. Elle lui assura qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, qu'elle n'était pas aussi maladroite qu'elle l'était, mais la phrase fut coupée. La jeune fille poussa quelqu'un dans le dos. C'était Jim. La fille s'est empressée de lui présenter ses excuses. Il a dit que tout allait bien. Une amie de cette fille est venue et a dit qu'elle aurait dû être plus prudente. La seconde s'est simplement excusée. Oh, la fille aux cheveux violets se figea un instant. Elle a reconnu Jim comme l'étudiant de première année dont tout le monde parlait. Et pendant ce temps, le garçon vérifiait son modeste déjeuner pour voir s'il était endommagé. L'amie n'a pas compris la fille et elle a expliqué que le gars avait des relations. Danielle est étudiante en 2e année à la faculté des relations internationales. Dès le premier jour elle a été première dans son département. Gentille et intelligente. Elle connaît presque tout le monde à l'université, quelle que soit l'année ou le département, et elle semble donner les meilleurs conseils. Même pour des questions non liées au campus, les gens lui demandent des conseils sur les actions et les finances. Personne ne sait à quel point elle est bonne, mais on sait que même les professeurs et les investisseurs se tournent vers elle pour obtenir de l'aide. Les amis ont discuté du fait que Daniel avait gagné des millions grâce à ses investissements. Une des filles a montré sa carte de visite, elle était blanche avec un nœud papillon doré. L'amie aux cheveux violets a expliqué que lorsque Daniel aide quelqu'un, elle donne cette carte comme une sorte de reconnaissance de dette, ce qui signifie qu'il lui doit désormais la faveur.
La deuxième amie a noté que cela ne paraissait pas grand-chose, mais la fille aux cheveux violets m'a conseillé de la contacter au plus vite, cela signifie beaucoup dans cette université. Le prochain Herald, également en deuxième année, mais déjà à la faculté d'athlétisme, tout le monde dans les facultés d'art et d'athlétisme le connaît. C'est une bête, lors des compétitions sportives, tout le monde, qu'il s'agisse de joueurs de tennis, d'archers ou d'autres athlètes, veut lui dans leur équipe. En plus du sport, il est incroyablement doué pour construire et réparer des voitures, et excellent dans tout ce qui est technique. Il a l'air intimidant, mais il est simple d'esprit et facile à vivre. Les copines discutaient de Herald, dont l'une a déclaré que la faculté d'art aimait l'appeler comme modèle, car il avait un beau visage et un beau corps. Mais ensuite, un ami aux cheveux violets a remarqué quelque chose. Ces trois héros viennent d'entrer dans la salle à manger. Johnny n'est pas non plus un étudiant de deuxième année, mais au département de langue et littérature coréenne, absolument tout le monde veut suivre des cours avec lui. Un ami a demandé pourquoi, il aide ses camarades de classe dans leurs études, mais un autre ami a répondu que la raison est différente, c'est un rêve. Et elle a comparé le gars au Messie. La jeune fille regarda son ami avec mépris, mais elle ajouta pour se convaincre qu'elle ne plaisantait pas. La fille a donné des exemples selon lesquels si Johnny était en retard en classe, le professeur était également en retard. S'il ne se présentait pas, alors le cours était annulé. S'il ne terminait pas le projet, alors il était reporté. Et surtout, que le voisin de Johnny n'a jamais été appelé. Un ami a déclaré que ses camarades de classe l'avaient surveillé toute l'année et l'a confirmé. La jeune fille a ajouté que l'étudiant de première année qui s'est lié d'amitié avec les trois à la fois est appelé le gars le plus populaire de l'université. Jim était gêné par cela, car il en avait entendu parler de partout toute la semaine. Mais le Herald lui a dit de mieux s'y habituer, mais le garçon a objecté qu'il n'avait rien fait, mais les rumeurs se sont propagées d'elles-mêmes. Mais Daniel a déclaré que cela pourrait jouer en sa faveur, car plus la situation est ennuyeuse, plus il est difficile pour Aidan de se rapprocher de lui à nouveau. La fille a ajouté qu'on en a assez parlé de ça. Les inscriptions se terminent demain, donc le garçon devrait jeter un œil à son emploi du temps. Jim a regardé son emploi du temps et a noté qu'il venait de déménager et qu'il avait besoin d'un emploi à temps partiel. Donc son emploi du temps n'était pas particulièrement serré. Et a également remarqué qu'il avait beaucoup de cours en commun avec Johnny car ils étaient tous les deux dans le même département. Daniel a noté que la chance de Johnny le protégerait de la plupart des choses, mais il devrait quand même être prudent et a demandé à Jim de porter une attention particulière au choix de ses amis. Le garçon remarqua un bracelet avec un papillon en or sur la main de la jeune fille. Il se souvint que ce jour-là il avait aussi vu un papillon doré. Jim pensait que cela pourrait être dû au pouvoir de Daniel. Il se tourna vers Johnny pour lui demander quelque chose. Le garçon a demandé que le pouvoir de Daniel lui permette de trouver des personnes et des choses. Johnny a répondu que cela pouvait être utilisé de cette façon, mais que l'effet principal était différent. Mais sa réponse fut interrompue par la fille assise à côté de Jim. Le garçon lui a demandé ce qu'il devait décider. Elle a expliqué qu'il devait se diviser en équipes pour un projet de groupe. Jim a regardé autour de lui et a compris. Mais il était gêné que tout le monde les regarde. La jeune fille a demandé avec qui il avait décidé de faire équipe, car il fallait 5 personnes. Johnny a expliqué qu'il n'était jusqu'à présent que 2 et la jeune fille a immédiatement proposé sa candidature. Mais ensuite un gars a remarqué Johnny. Il a appelé sa collègue de bureau et l'a invité à rejoindre l'équipe de Johnny et Jim. La jeune fille qui somnolait à proximité acquiesça. Ici, l'enseignant a suggéré de faire une pause alors que les élèves ne s'étaient pas encore réunis en groupe. La plupart des étudiants se sont précipités vers Johnny pour lui demander de rejoindre leur groupe. Le collègue de bureau a continué à supplier les gars de les emmener, mais Jim a dit qu'il ne connaissait personne. Puis la fille a proposé de choisir qui il voulait. Le garçon allait proposer de faire équipe avec ce voisin à son bureau. La fille a proposé d'emmener immédiatement son ami dans l'équipe, mais elles ont ensuite été interrompues par un gars. Il a conseillé à Jim que, puisqu'il était nouveau, il devrait réfléchir soigneusement aux personnes à inviter dans l'équipe, surtout s'il voulait terminer avec succès le premier semestre.